Salut tout le monde. Ce soir, nous allons nous glisser doucement dans un petit village du Moyen Âge. C'est l'heure où les braises se fanent, où les coqs sont enfin silencieux et où le calme s'installe doucement sur les chaumières entorchies. Tu es là, dans une maison qui sent la suie, le vieux bois et les oignons accrochés au plafond. Et tu es marié à Jean. Oui, Jean, avec ses épaules larges, ses bottes pleines de boue et son haleine qui pourrait assommer un cheval. Mais bon, c'est normal. Tout le monde vit comme ça, non? À cette époque, l'idée même d'un bon mari se limite souvent à « il ne vous frappe pas devant tout le village » et « il ne boit pas tout le vin de messe ». Tu traînes les pieds au lever du jour et tu sais déjà que la journée sera longue, comme toutes les autres. Mais celle-ci commence par un coup de voix. Ce n'est pas encore un coup de poing, non. Juste ce ton sec, tranchant comme une serpe, qui vous donne l'impression de rapetisser instantanément. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si vous êtes encore réveillé, dites-moi en commentaire où vous vous trouvez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes mariés depuis 2 ans. Pas de mariage d'amour, évidemment. Ça, c'est pour les troubadours et les pigeons. Jean vous a choisi, ou plutôt votre père a négocié un échange honnête, un bout de terre contre votre silence. Et vous avez appris très vite qu'un homme pouvait être brutal sans jamais lever la main. D'abord, c'est l'indifférence, puis le mépris. Ensuite, les mots, et parfois, les gestes. Mais attention, pas trop fort, pas trop visible. Juste assez pour que vous ayez mal à mâcher pendant 2 jours ou que vous boitiez un peu après avoir mal trébuché sur l'auge. Vous devenez experte en mensonges absurdes. Vous avez glissé sur une anguille. Vous êtes tombé sur le coin de la marmite. Vous avez fait une chute à cause d'un chat inexistant. Et personne ne pose de questions. Parce qu'à cette époque, les femmes sont un peu comme le mobilier, utiles mais rarement écoutées. Même si vous criez, les murs en torchis n'ont pas d'oreilles. Enfin, ils en ont peut-être, mais elles sont trop occupées à écouter les prières du soir. Un fait historique ici. Au XIVe siècle, le mariage est un sacrement, mais aussi une obligation sociale. Et surtout, c'est irrévocable. Même dans les cas de violence, rares sont les femmes qui obtiennent l'annulation. Les historiens se disputent encore pour savoir si les tribunaux ecclésiastiques prenaient au sérieux les plaintes féminines, ou s'ils les enterraient sous une montagne de parchemins et de prières latines. Les jours se suivent, et avec eux, la peur tapit comme un chien sous la table. Pas un grand méchant loup, non. Plutôt une routine poisseuse qui colle à la peau comme la sueur sous vos braies. Vous apprenez à lire les silences, à éviter les soirs où Jean rentre plus rouge que d'habitude, pas à cause du soleil, mais à cause du vin. Un détail marginal. La justice médiévale s'intéressait davantage à l'ordre social qu'au bien-être individuel. Il existe des cas, conservés dans les archives, où des femmes battues ont été excommuniées pour avoir quitté le foyer. Charmant, non? C'est comme se faire gronder par Dieu pour avoir essayé de survivre. Mais vous êtes rusé. Vous avez appris à poser les plats bien droits, à ne pas laisser de grumeaux dans la bouillie, à ne pas poser de questions. Vous êtes la discrétion incarnée, le contraire exact de la rebelle que chantent les ménestrels. Et pourtant, chaque fois que vous regardez la rivière, ou la forêt au loin, ou même les étoiles, une petite voix murmure « Ce n'est pas normal ». Mais c'est la nuit, et les nuits sont longues. Alors vous rabattez la couverture grossière sur vos épaules, vous vous allongez sur le lit de paille, enfin ce qu'il en reste, et vous comptez les poutres au plafond en attendant que le sommeil vous prenne. Ou que Jean ronfle suffisamment fort pour que vous puissiez respirer en paix. Une petite touche ironique? Le clergé prêchait la patience conjugale comme vertu suprême, mais uniquement pour les femmes. Un moine bénédictin du XIIIe siècle écrivait que « une épouse vertueuse
doit souffrir en silence pour racheter les fautes d'Ève. On applaudit bien fort. Demain, vous ferez bouillir les mêmes racines, vous prierez la même sainte et vous essuierez encore vos larmes avec un coin de tablier. Mais ce soir, vous êtes là, éveillé dans la pénombre, et vous savez qu'il y a autre chose, quelque part. Et rien que de le savoir, c'est déjà un début. Le village voit tout, mais détourne les yeux. C'est l'un de ces endroits où chaque pas résonne dans la boue comme un secret mal gardé. Vous connaissez chaque pierre, chaque toit de chaume, chaque craquement du vieux pont en bois près du lavoir. Et pourtant, vous vous sentez seul comme une huître dans un panier vide. Tout le monde sait, bien sûr qu'ils savent. La vieille Madeleine vous jette ce regard en biais chaque fois que vous passez avec une égratignure fraîche ou un bras un peu trop raide. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlent à votre place. Encore, peut-être qu'elle aussi a connu un Jean. Ou peut-être qu'elle pense que vous l'avez bien mérité. Va savoir. Le forgeron, lui, ne dit jamais bonjour. Mais il a resserré les fers de votre mule sans vous faire payer, un jour. Un petit geste, comme s'il essayait de racheter le silence de tout le reste du village. Et le curé? Ah, ce brave homme. Il prêche tous les dimanches la charité chrétienne, le pardon et l'ordre dans les foyers. Il vous donne la bénédiction avec un sourire compassé, mais il détourne les yeux quand vous avancez en boitant vers le banc du fond. Parce qu'il ne veut pas voir, ou parce qu'il voit trop bien. Les historiens se disputent encore pour savoir si les communautés rurales du Moyen Âge considéraient les violences conjugales comme des « affaires privées » ou si elles étaient tacitement acceptées comme un droit du mari. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Mais dans la pratique, les femmes comme vous savez très bien, personne n'intervient à moins que le sang ne coule sur le seuil de la maison. Et encore, le plus ironique, ce sont souvent les autres femmes qui vous jugent le plus sévèrement. Les commères du marché, celles qui vendent les fromages qui sentent plus fort que leurs opinions, celles-là disent « faut pas provoquer un homme » ou bien « une bonne épouse, elle tient sa langue ». Et quand Jean élève la voix, elles hochent la tête avec gravité, comme si c'était un orage attendu. Rien d'anormal. Juste la météo conjugale. Un fait historique majeur ici. Les femmes étaient juridiquement subordonnées à leurs maris dans presque toutes les régions d'Europe médiévale. En France, le concept de puissance maritale plaçait légalement l'épouse sous l'autorité du mari, y compris dans l'usage de la force dite modérée. L'ironie? Ce mot « modéré » n'est défini nulle part dans les textes de loi. Et toi, tu continues ta journée. Tu t'agenouilles dans les champs, tu laves le linge au ruisseau glacé, tu fais cuire le pain sans faire de bruit. Tout est fait pour ne pas déranger. Tu pourrais disparaître dans le décor que personne ne s'en offusquerait. Mais parfois, il y a des failles. Une voisine qui vous glisse un peu de graisse d'oie pour vos bleus, en silence. Un enfant qui vous regarde avec cette drôle de curiosité inquiète. Une voûte d'église où l'écho vous renvoie enfin votre propre respiration. Un détail marginal mais troublant. Certaines communautés rurales médiévales avaient des rituels collectifs humiliants pour les hommes battus, mais pas pour les femmes victimes de violences. Si un homme était dominé ou battu par sa femme, on organisait parfois une charivari, un défilé bruyant de casseroles et moqueries dans les rues. Mais pour l'inverse, silence total, comme si la violence masculine était intégrée dans l'ordre des choses. Alors, vous continuez. Vous êtes devenue une experte de la dissimulation. Les manches longues l'été, le silence quand on vous pose une question, les sourires polis quand une autre femme vous dit « Ton homme, au moins, il a du caractère ». Vous rêvez parfois de la fuir, cette place du village, ce cœur battant d'indifférence. Mais tout vous y ramène. Le four banal où l'on fait cuire le pain, le puits, la dîme, et même les cloches qui rythment vos journées comme une corde autour du cou. Et puis, il y a cette rumeur persistante. Marie, la femme du meunier,
aurait quitté son mari un hiver. On l'aurait vue monter dans une charrette, seule, sans même un pain de réserve. Certains disent qu'elle est morte dans les bois. D'autres, qu'elle vit à Paris, libre et sans mari. Vous ne savez pas quoi croire. Mais quand vous avez besoin d'un souffle d'espoir, vous pensez à elle. Et si elle avait réussi? Vous vous surprenez parfois à faire des gestes secrets, un petit sac caché derrière une poutre, une ficelle de rechange, quelques pièces ramassées au fil des ans, dissimulées dans une bourse sous une tuile lâche, comme si, un jour, peut-être, mais pour l'instant, vous êtes là, sous le regard pesant du village, invisible et trop visible à la fois, comme une ombre que personne n'invite, mais que tout le monde tolère. Et le plus étrange, c'est que vous vous demandez encore si tout ça est vraiment si anormal. Après tout, on vous a toujours dit que le mariage, c'était ça. Une croix à porter, comme les saints, sauf que ils finissent dans les vitraux. Vous finissez au lavoir, avec les mains gercées et le cœur en pointillé. Alors ce soir encore, vous rentrez chez vous, les bras lourds de fatigue et la tête pleine de phrases non dites. Vous avez appris à marcher en silence, comme on apprend une langue étrangère. Et parfois, dans ce silence, vous entendez quelque chose. Peut-être vous-même. Il y a bien le Seigneur, mais, disons les choses franchement, vous vivez sous sa juridiction. Techniquement, c'est lui le protecteur, le bras de la justice, le garant de la paix dans le domaine. En théorie, si Jean vous frappe trop fort, trop souvent, ou en public, vous pourriez vous adresser à lui. Mais dans la vraie vie, le Seigneur vous connaît à peine. Enfin, il connaît Jean, oui, parce que Jean lui doit 2 poules, un sac d'orge et 4 jours de corvée par an. Il connaît Jean comme une ressource. Vous êtes juste la femme de Jean. Vous l'avez déjà vu, le Seigneur, 2 fois. Une fois pour bénir les moissons, l'autre pour punir un voleur de fagots. Il portait un pourpoint qui brillait presque autant que ses bottes, et il avait cette manie de parler sans regarder personne en particulier. Il a la voix grave et toujours un écuyer collé à l'épaule. Il ne sait probablement pas comment vous vous appelez, mais il saurait combien vaut votre brebis, si vous en aviez une. Un fait historique majeur ici. Les seigneurs féodaux étaient rarement impliqués dans les affaires domestiques de leurs serfs, sauf si ces affaires menaçaient l'ordre économique ou la production. La violence conjugale, sauf si elle entraînait un meurtre ou une perturbation sociale, comme une rixe publique, était considérée comme un souci privé, non prioritaire. Et puis, soyons honnêtes, à quoi ressemblerait votre plainte? Vous arriveriez devant lui, les yeux baissés, la voix tremblante, et vous diriez « Mon mari me bat ». Il lèverait peut-être un sourcil. Puis il demanderait à Jean s'il a bien remis le blé cette saison. Si oui, l'entretien serait terminé. D'ailleurs, le Seigneur a lui-même une épouse. Une dame noble, invisible, recluse dans une tour avec ses tapisseries et ses migraines diplomatiques. Vous vous demandez parfois si elle aussi doit composer avec un homme qui crie. Mais à ce niveau social, les cris sont feutrés et les humiliations se font en silence avec des regards glacés et des lettres oubliées. Dans votre monde, à vous, les humiliations ont une odeur, celle de la sueur froide, de la soupe renversée ou de la paille humide dans laquelle vous vous êtes recroquevillé après une nuit agitée. Vous vous souvenez de Madeleine, la vieille qui vous regarde de travers? Elle dit souvent « Faut pas déranger le Seigneur pour des histoires de torchons ». Et elle a raison. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux torchons. Il s'intéresse aux taxes. Un détail insolite mais réel. Certains seigneurs possédaient des registres détaillés, non seulement des terres, mais aussi des femmes turbulentes. Oui, ce mot existait dans les textes. Femmes turbulentes, celles qui parlaient trop fort ou qui osaient se plaindre. Et celles-ci étaient parfois taxées davantage, comme une punition déguisée. Subtile, non? Alors non, vous n'irez pas voir le Seigneur. Vous avez déjà du mal à trouver assez de tissu pour vous couvrir décemment.
Vous n'allez pas traverser tout le domaine pour vous faire rabrouer par un homme en soi. Et même si, par miracle, il acceptait d'écouter, il faudrait encore prouver ce que vous dites. Et vous n'avez ni témoin, ni bleu assez voyant, ni mot assez joli pour faire pleurer un noble. Les historiens débattent encore sur l'ampleur réelle des recours seigneuriaux pour les paysannes battues. Certains affirment que certains seigneurs prenaient leur rôle paternaliste au sérieux. D'autres soulignent que, sans un intérêt politique ou économique, la majorité des plaintes féminines étaient filtrées, ignorées ou renvoyées vers l'Église. Et puis, il y a ce qu'on appelle la main morte. Non, ce n'est pas le nom d'un sortilège, même si ça y ressemble. C'est une coutume qui donne au seigneur le droit de récupérer vos biens si vous mourrez sans héritier mâle. En d'autres termes, si Jean vous tue, il n'est pas forcément puni. Mais si Jean meurt, et que vous n'avez pas de fils, alors le Seigneur prend tout. Charmant, non? Ce genre de règle tordue finit par vous faire douter de votre propre réalité. Est-ce que tout ça est normal? Est-ce que vous exagérez? Est-ce que, comme on vous le répète souvent, les hommes sont comme ça? Vous commencez à marcher plus vite quand Jean rentre tard. Vous cachez les objets lourds. Vous retenez votre souffle dès qu'un mot dérape. Vous êtes devenu une acrobate du silence. Et ce soir, comme chaque soir, vous entendez au loin les rires des hommes qui boivent à la taverne. Peut-être que Jean y est. Peut-être qu'il rentrera saoul. Peut-être qu'il sera joyeux. Peut-être pas. Et vous continuez à préparer le pain. Vos mains tremblent un peu, mais vous pétrissez quand même. Vous avez appris à tout faire, même en tremblant. Le Seigneur ne viendra pas vous sauver. Il ne sait même pas que vous existez. Mais vous êtes bien là. Vous respirez, vous attendez. Et quelque part, au fond de vous, une toute petite voix commence à se faire entendre. Une voix pas noble du tout, mais têtue. Une voix qui dit « Je mérite mieux ». Pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être un jour. Et si vous allez voir le prêtre? L'idée vous traverse l'esprit un matin brumeux pendant que vous écrasez l'avoine pour la bouillie. Le bruit répétitif du pilon contre la pierre a quelque chose de méditatif, comme une prière païenne. Peut-être que Dieu écoute mieux que les hommes, vous vous dites. Peut-être que lui, au moins, s'indigne quand une femme est giflée pour avoir posé la mauvaise cuillère. Alors vous attendez un jour sans trop de bleu visible. Vous arrangez vos cheveux de façon à couvrir la marque sur votre tempe et vous marchez vers l'église. Les cloches ont sonné la 3e heure. Le curé est probablement encore en train d'ajuster ses vêtements sacerdotaux ou de nourrir ses poules. Oui, il a des poules et un jardin qui sent fort la menthe et l'urine de chèvre. Vous le trouvez dans la sacristie, assis à une table bancale, les doigts tachés d'encre. Il vous fait un signe de tête, vous invite à vous asseoir et attend que vous parliez. Vous n'osez pas dire les mots. Alors vous parlez à demi-voix. Vous parlez d'un mari difficile, de colère, de silence long comme l'hiver, et puis vous prononcez le mot « violence ». Il fait un bruit étrange dans l'air, ce mot-là, comme un corbeau dans une église vide. Le prêtre soupire. Il remue un peu sur sa chaise. Il toussote. Puis il vous parle de patience, de résignation, de l'exemple des saintes femmes qui ont porté leur croix avec humilité. Il évoque même une sainte, vous ne retenez pas son nom, qui a converti son mari brutal par la prière et le jeûne. Oui, bien sûr. Elle priait et il s'adoucissait comme par magie. Un fait historique ici. Les textes religieux médiévaux mettaient souvent en avant l'image de la femme martyre qui endure la souffrance pour se rapprocher de Dieu. Certains guides pour confesseurs conseillaient même aux prêtres de rappeler aux femmes battues leur rôle sacré d'épouse obéissante, plutôt que de les encourager à fuir ou à dénoncer. Et quand vous lui demandez, d'une voix si basse qu'elle pourrait se perdre dans la poussière, s'il peut parler à Jean, il vous regarde comme si vous veniez de demander une bénédiction pour un hérisson. Il répond que le mariage est un sacrement,
qu'un homme est le chef de sa maison et qu'il faut éviter de provoquer la colère. Il dit qu'il priera pour vous. Il vous offre un chapelet et une bénédiction tiède comme une soupe trop étirée. Vous sortez de l'église avec ce goût amer dans la bouche. Vous pensiez trouver du réconfort. Vous avez trouvé du lin et du silence. Les historiens se disputent encore pour savoir si le clergé local agissait activement en cas de violence conjugale. Certains documents indiquent que des prêtres prenaient parfois position, mais souvent uniquement si la violence entraînait la mort ou un scandale public. Le reste était enveloppé dans un nuage d'encens et de mots pieux. Sur le chemin du retour, vous vous rappelez ce que la voisine vous a dit une fois. Dieu aide celles qui ne font pas de bruit. C'est à croire que le silence est la vertu suprême. Et puis, il y a l'absurde. Parce que dans ce monde tordu, si Jean vous battait devant l'église, là, ce serait un péché. Mais dans votre cuisine, c'est une affaire conjugale. Un détail marginal mais savoureux. Certains curés médiévaux tenaient ce qu'on appelait un livre des pénitents, où étaient notées les fautes des paroissiens anonymement. Vous vous demandez si Jean y figure. Et s'il y est-ce qu'il est noté sous colère ou simplement excès de vin? Et vous, que faites-vous maintenant? Vous tenez ce chapelet du bout des doigts comme une corde trop fine pour se pendre. Vous ne voulez pas mourir? Bien sûr que non. Mais vous êtes fatigué d'attendre une main tendue qui n'arrive jamais. Alors vous priez, quand même. Mais pas pour que Jean change. Vous priez pour tenir encore un peu, pour que vos mains soient assez rapides pour éviter la coupe de bois, pour que vos jambes ne tremblent pas pendant les corvées, pour que votre cœur batte assez fort pour vous rappeler que vous existez encore. Et peut-être, un jour, vous priez pour pouvoir partir. Pas fuir, partir. Il y a une différence. Fuir, c'est précipiter. Partir, c'est planifier. Comme un voyage long et lent, avec des étapes en tête, même si floues. Mais aujourd'hui, vous êtes revenu. La maison est sombre. Jean n'est pas encore rentré. Vous avez quelques instants de silence, rien qu'à vous. Vous vous installez près du feu. Vous sortez discrètement une herbe séchée donnée par la vieille herboriste, pas pour soigner les bleus, mais pour apaiser les nerfs. Et vous pensez, si même Dieu hésite, alors peut-être qu'il faut apprendre à se sauver toute seule. Les remèdes de grand-mère, vraiment? Il faut bien faire quelque chose. Puisque les prières n'adoucissent ni les bleus, ni les humeurs, et que le curé vous a offert un chapelet au lieu d'une solution concrète, vous vous tournez vers les voix plus anciennes, celles qui chuchotent au coin du feu, celles qui sentent le thym, la graisse de chèvre et le vinaigre chaud. Vous allez voir la vieille Berthe. Elle habite à la lisière du bois, dans une cabane penchée comme une dent malade. On dit qu'elle parle aux belettes, qu'elle connaît le nom secret des champignons et qu'elle peut faire disparaître une verrue en soufflant dessus 3 fois. Les enfants ont peur d'elle, mais les femmes lui doivent des douleurs évitées, des accouchements adoucis et des secrets bien gardés. Vous y allez à l'aube, quand les autres dorment encore. Vous marchez vite, sans trop regarder autour, comme si vous partiez commettre un crime. Berthe vous accueille sans surprise. Elle a l'œil gris, la bouche fine et les mains aussi noueuses que les racines sous son seuil. Vous ne dites pas grand-chose. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle voit les bleus avant vous. Elle fouille dans ses pots, ses herbes, ses fioles de verre brunis. Elle vous tend une pommade qui sent le camphre et le vinaigre et un sachet d'herbe à infuser dans du lait chaud. Pour dormir quand la peur gratte, dit-elle. Puis elle vous regarde droit dans les yeux et ajoute « Si tu veux que la main de ton mari soit plus lente, il y a d'autres plantes. » Vous hésitez. Ce n'est pas que vous vouliez l'empoisonner, mais vous aimeriez bien qu'il dorme une journée entière, ou 2. Un fait historique majeur ici. En l'absence d'une médecine accessible ou bienveillante, pour les femmes battues, les guérisseuses, sages-femmes et herboristes jouaient un rôle essentiel. Elles fournissaient des baumes pour la douleur, mais aussi des conseils tacites sur comment calmer un homme, parfois au moyen de décoctions sédatives à base de pavot, valériane ou belladone, sous le couvert de potions digestives.
Les historiens se disputent encore sur la frontière entre soins populaires et sorcellerie. Ce flou entretenait à la fois la peur et le respect autour de femmes comme Berthe. Certaines ont fini sur un bûcher, d'autres sont mortes de vieillesse, entourées de gratitude muette. Vous rentrez avec votre pommade cachée dans un linge. Jean ne doit pas la trouver. Il ne comprendrait pas. Ou plutôt, il comprendrait trop bien. Vous commencez à appliquer les remèdes discrètement. Vous découvrez que le vinaigre chaud, mélangé au miel, calme les douleurs articulaires, que le macérat d'ortie soulage les bleus, que le lait infusé vous permet de dormir un peu plus profondément, même lorsque Jean grogne à vos côtés. Un détail marginal et pourtant amusant, certaines femmes médiévales utilisaient des talismans faits maison contre les mauvais esprits, mais aussi contre les maris violents. Une pierre roulée 7 fois dans une rivière, une ficelle nouée à la pleine lune, une plume de chouette cousue dans l'ourlet du tablier. On ne sait pas si cela fonctionnait, mais ça donnait au moins une impression de contrôle. Et vous? Vous vous surprenez à marmonner des petites formules en étalant la pommade. Ce ne sont pas de vraies prières, ce sont vos mots à vous. Des mots sans latin, sans dogme, mais pleins d'envie de tenir bon. Vous vous souvenez de la première fois où Jean a été gentil après une crise. C'était bizarrement plus dur à supporter. Il vous avait offert une pomme, une seule, posée sur la table comme une trêve silencieuse, et vous ne saviez pas si vous deviez la manger ou la jeter au feu. Depuis, vous avez compris que les gestes doux peuvent aussi être des menottes en velours. Alors vous créez vos propres refuges. Une cachette dans le plancher avec quelques feuilles de menthe séchées. Un coussin rempli de lavande sous votre natte. Et ce carnet mental où vous notez chaque jour où vous avez survécu sans pleurer. Peu à peu, vos remèdes deviennent des rituels. Pas parce qu'ils soignent tout, mais parce qu'ils vous rendent actrice, même un peu. Vous n'êtes plus seulement celle qui endure. Vous devenez celle qui prépare, qui anticipe, qui s'organise. Et c'est peut-être ça, le début d'une forme de liberté. La nuit, vous caressez discrètement la petite amulette que Berthe vous a donnée. Une perle de bois noirci. Elle ne fait probablement rien. Mais elle vous rappelle que quelqu'un a écouté, sans juger. Et ça, dans ce monde, c'est aussi rare qu'un hiver doux ou une soupe bien salée. Jean ronfle à côté de vous. Il sent l'ail, la sueur et l'oubli. Vous vous tournez de l'autre côté. Vous respirez lentement et dans votre tête, vous comptez non pas les moutons, mais les jours. Pas encore pour partir, juste pour continuer. Fuguer? Avec quel argent? Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi désespérément vrai. Parce qu'un matin, alors que Jean est parti livrer du bois au moulin, vous avez eu cette pensée folle, partir, comme ça, prendre la petite route entre les haies, traverser les champs et marcher jusqu'à ce que vos jambes ne veuillent plus. Comme dans les contes. Sauf qu'ici, les fées n'existent pas et la forêt n'a rien de magique. Alors vous faites le compte. Vous possédez exactement 3 chemises, un tablier troué, 2 pains secs et 7 deniers. Septembre. De quoi acheter une poignée de pois cassés et un savon bon marché. Autrement dit, pas de quoi conquérir le monde. Un fait historique ici. La grande majorité des femmes paysannes médiévales n'avaient aucun contrôle légal ou pratique sur l'argent du ménage. La dot versée lors du mariage devenait propriété du mari, sauf rares exceptions, et le travail domestique n'était, bien entendu, jamais rémunéré. Vous retournez votre cachette, quelques bouts de ficelle, une cuillère en bois sculptée par votre père, un bout de dentelle effiloché. C'est maigre. Même les voleurs détourneraient-ils les yeux. Et même si vous aviez l'argent, où iriez-vous? Les routes sont dangereuses. Pas à cause des dragons, non, ceux-là, on les a laissés aux enluminures, mais à cause des hommes. Seuls, sans lettre de passage, sans nom reconnu, sans compagnon masculin, vous seriez vue comme une mendiante, ou pire, comme une femme disponible.
Les historiens se chamaillent encore sur les possibilités réelles de mobilité pour les femmes pauvres au Moyen Âge. Si certains récits de fuite existent, ils sont rares, souvent dramatisés et généralement tournent mal. La majorité des femmes isolées étaient ramenées, jugées ou simplement effacées du récit. Et si vous rejoignez un couvent, ce serait une option. S'il en restait un accessible, et s'il acceptait les femmes mariées, et si vous pouviez payer une dot religieuse, car oui, même Dieu réclame une participation financière. Sans dot, vous ne valez pas même une robe de novice. Un détail marginal mais vrai. Certaines femmes ont tenté de se faire passer pour des hommes pour voyager ou trouver du travail. L'une d'elles, Jeanne de Belleville, a été déguisée pendant des mois, charpentant sur des chantiers en parlant peu. Mais vous êtes trop connue, trop la femme de Jean, trop fragile aux yeux du monde, et trop fatiguée pour porter un pantalon et une barbe postiche. Alors vous restez. Mais vous commencez à marcher autrement. Vous observez les routes, les abris possibles. Vous notez mentalement les étapes, la grange de l'oncle Pierre, l'auberge où travaille la nièce de Berthe. Vous demandez l'heure à un colporteur, comme si vous n'étiez qu'une curieuse, mais vous écoutez surtout son itinéraire. Et parfois, le soir, vous attendez que Jean dorme pour essayer de lasser vos bottes vite, en silence, comme un entraînement. Un jour, une autre femme du village, Margot, celle qui vend les œufs, vous glisse discrètement un quignon de pain. « Pour plus tard », dit-elle. Elle ne vous regarde pas dans les yeux, mais elle serre votre bras fort, trop fort, comme si elle voulait dire « Je sais ». Vous vous demandez combien d'entre elles ont eu la même idée. Combien l'ont fait? Combien ont disparu? Et combien sont restés? Vous les regardez maintenant différemment. Les femmes en silence, les femmes qui traînent les pieds, les femmes qui rient trop fort, parfois, comme pour masquer quelque chose. Et un matin, alors que vous balayez l'entrée, Jean vous jette une pièce. Une seule. Pour du sel, grogne-t-il. Vous la ramassez. Mais au lieu d'aller directement à l'échoppe, vous passez chez Berthe. Vous échangez la moitié contre une herbe qu'elle vous promet bonne pour les nerfs. L'autre moitié, vous la glissez dans votre bourse secrète sous la latte grinçante. Vous n'êtes pas parti, mais vous commencez à exister ailleurs. Et chaque pas que vous faites, chaque petit objet mis de côté, chaque mot noté dans votre tête, tout cela devient une carte. Pas de celle qu'on peint sur du parchemin. Une carte invisible, intime, fragile, mais tenace. Vous savez maintenant que vous ne partirez pas par miracle. Il n'y aura pas de cheval blanc, ni de sœur bienveillante venue de la ville. Si vous partez, ce sera avec de la boue sur les mollets, du vent dans le dos et cette rage douce qui s'est installée en vous comme une deuxième colonne vertébrale. Mais ce jour-là n'est pas encore venu. Alors ce soir, vous fermez les volets, vous soufflez sur les braises et vous vous allongez comme d'habitude. Mais cette fois, vous avez un caillou dans la poche. Pas un caillou quelconque, un de ceux trouvés sur la route vers l'auberge. Pour vous rappeler que cette route existe et que vous aussi. Parfois, une femme frappe plus fort. C'est rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, tout le monde fait semblant d'être surpris. On raconte encore, à voix basse, l'histoire de Jeanne Larousse. Elle vivait à 3 villages d'ici, dans une maison qui penchait plus que la morale locale. Son mari, André, était connu pour cogner plus vite que son ombre, surtout quand il avait bu. Ce qui, selon les commères, était presque tout le temps. Pendant des années, elle a encaissé. Silencieuse, discrète. Puis un jour, elle l'a attendu dans l'étable, une bûche à la main. Il est entré. Il a ouvert la bouche. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Résultat, 3 côtes fêlées pour André. Et Jeanne, elle a été traînée sur la place du village, attachée au pilori pendant 2 jours, avec une pancarte autour du cou. Femme insolente. Pendant ce temps,
André a reçu les visites compatissantes des voisins et un bon potage offert par la meunière. Un fait historique majeur. Dans la justice populaire médiévale, la violence féminine, même défensive, était jugée bien plus sévèrement que celle des hommes. Une femme qui frappait un homme portait atteinte à l'ordre patriarcal, bien plus qu'elle ne répondait à une agression. Les procès de femmes violentes, ou perçues comme telles, étaient plus spectaculaires, plus humiliants et souvent plus condamnés. Les historiens s'arrachent la plume pour expliquer ces cas. Était-ce une vengeance justifiée, une tentative désespérée, ou simplement le résultat d'un trop-plein d'années de soumission? Peu importe l'analyse, le verdict populaire, lui, était toujours le même. Ce n'est pas une façon pour une femme de se comporter. Vous pensez souvent à Jeanne Larousse, pas parce que vous avez envie de frapper Jean, mais parce qu'elle l'a fait. Elle a rompu quelque chose. Un silence, une habitude, une frontière. Et même si elle a fini au pilori, elle a, pendant un instant, inversé le regard. Ce n'était plus elle la victime. C'était lui, l'homme qui se tenait les côtes en hurlant de rage et de honte. Un détail marginal mais percutant. Certains textes légaux prévoyaient une sanction réduite pour les hommes battant leur épouse, avec mesure, mais condamnaient sévèrement les femmes qui répondaient par la force. Dans un cas recensé en Angleterre au XIVe siècle, une femme a été condamnée à être tondue publiquement pour avoir giflé son mari, même si celui-ci lui avait cassé 2 dents auparavant. Vous n'avez jamais levé la main, par peur, mais aussi parce que vous savez que dans ce monde, les coups d'une femme pèsent plus lourd dans la balance du jugement que ceux d'un homme. Ils deviennent une anomalie, une monstruosité, une preuve que la société glisse dans le chaos. Et pourtant, parfois, vos doigts se crispent sur le manche du couteau. Pas pour l'utiliser, juste pour sentir que vous pourriez. Vous imaginez des scénarios absurdes. Jean glisse sur une bûche. Jean avale de travers. Jean fait une mauvaise chute dans le puits. Et vous êtes là, neutre, les mains propres. Rien que des accidents. La vie est pleine de surprises, non? Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas Jeanne Larousse. Vous ne tiendriez pas 2 jours au pilori. Votre peau est trop fine, votre foie trop tiède. Et vos enfants, s'il y en avait, auraient honte de vous. Alors vous riez. Doucement. Un rire sans bruit, sans dents. Juste un souffle un peu plus chaud dans le froid de la nuit. Vous vous souvenez d'une autre histoire, celle de Marguerite qui a crevé toutes les outres de vin de son mari pendant son absence. Personne n'a jamais pu le prouver, mais le vin avait disparu sans laisser de traces. Et son mari est devenu beaucoup plus calme après ça. Coïncidence? La rumeur veut que Marguerite ait versé le vin dans la rivière, en chantant des psaumes, ou peut-être juste en ricanant doucement. Ce sont ces petites résistances qui vous nourrissent maintenant. Pas les grands actes héroïques, mais les micro-défenses. Un pot de soupe trop salé, une robe déchirée, par accident, alors que Jean voulait vous emmener à la foire. Un clou laissé en évidence, là où il pose ses bottes. Rien de méchant, juste de quoi créer du doute. Et puis, il y a ce rêve étrange que vous faites parfois. Vous êtes dans une grande salle pleine d'autres femmes. Elles sont toutes debout, droites, silencieuses. Et vous comprenez, sans qu'aucune ne parle, que toutes ont frappé un jour. Pas par haine, par survie. Le rêve s'arrête toujours avant la fin, mais il vous laisse une chaleur étrange, comme un secret partagé. Ce soir, Jean rentre plus tard que d'habitude. Il est fatigué. Il mange en silence, puis il s'endort sur la table. Vous le regardez. Il a une miette de pain collée à la lèvre. Vous ne ressentez ni amour ni haine, juste une immense distance. Vous passez derrière lui. Vous ramassez son bol. Vous lavez doucement, sans faire de bruit. Et dans votre tête, vous vous dites, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais un jour, peut-être, vous lèverez la main. Pas pour frapper, pour vous défendre, pour tracer une ligne, pour dire « jusqu'ici ». Et ce jour-là, que les dieux vous pardonnent, ou pas, les coutumes, contre vous.
Ce que vous redoutez le plus, ce n'est pas Jean, ce n'est pas les coups, ni même le regard des autres. C'est l'épaisseur invisible qui vous enferme, les règles. Pas les grandes lois qu'on inscrit dans des parchemins et qu'on lit en latin avec une voix enrouée. Non, les petites, les coutumes, celles qui s'appliquent sans qu'on les dise, comme la rosée du matin. Vous êtes né dans un monde ficelé de traditions, et même quand personne ne vous menace, vous sentez leur poids. Chaque pas que vous faites est encadré par une série de « ça ne se fait pas »,« une femme ne doit pas » ou pire, « tu n'as pas le droit ». Le pire, c'est que vous ne savez même pas toujours d'où ça vient. On dirait que c'est là depuis toujours, comme la mousse sur les murs. Un fait historique majeur ici. Au Moyen Âge, la loi n'était pas centralisée. En France, par exemple, des centaines de coutumes locales régissaient la vie quotidienne, souvent plus influentes que la loi royale. Le droit coutumier dictait ce qu'une femme pouvait posséder, faire, dire ou revendiquer, et cela variait d'un village à l'autre. Résultat, une jungle juridique où les femmes étaient presque toujours perdantes. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines régions offraient réellement plus de protection aux femmes. Quelques coutumes du sud de la France, influencées par le droit romain, reconnaissaient à la femme une relative autonomie patrimoniale. Mais dans la majorité des cas, une fois mariée, vous étiez légalement couverte par votre mari. Comme un chaudron, mais moins utile. Vous avez entendu ces règles dès votre enfance. On ne te laisse pas hériter d'un champ. Coutume. On te retire ton coq si tu veux le vendre toi-même. Coutume. Tu ne peux pas témoigner seul au tribunal. Ah, devinez quoi? Coutume. Un jour, la femme du potier, Angéline, a voulu garder la dot que sa tante lui avait laissée. Le notaire a ri, littéralement. Puis il a dit qu'elle n'avait pas de main légale pour signer seule, comme si ses doigts, trempés dans la glaise depuis 20 ans, n'étaient bons qu'à façonner des pots, pas à sceller un contrat. Un détail marginal, mais représentatif. Dans certaines régions, une femme ne pouvait pas acheter de sel sans autorisation conjugale. Du sel. Ce qui, au Moyen Âge, revenait à interdire de cuisiner sans permis. Vous vous rappelez avoir voulu, une fois, vendre 2 œufs au marché. Jean n'était pas contre, tant que vous lui remettiez les pièces. Vous les avez regardées, ces pièces, dans votre paume. Elles brillaient au soleil, si légères, si pleines de promesses. Puis elles ont disparu dans la bourse de Jean comme un soupir dans le vent. Ce n'est pas qu'il vous vole. C'est que c'est normal. Et ce normal est partout. Il s'infiltre dans les murs, dans les gestes, dans les regards. Il est dans la voix du crieur, dans le silence du prêtre, dans la manière dont les vieilles parlent des jeunes femmes. Elle se prend pour qui? Même les animaux semblent s'y plier. La chèvre du voisin refuse d'être menée par vous. Elle s'arrête, têtue, comme pour dire « Ce n'est pas à toi de décider ». Alors vous apprenez à naviguer dans ce labyrinthe, à ruser, à poser des questions qui ont l'air innocentes, à faire semblant de demander alors que vous faites déjà. Vous devenez funambule sur une corde faite de non-dits et de formules toutes faites. Et parfois, vous rêvez d'une terre sans coutume, une forêt lointaine, un pays inventé, où une femme peut parler sans chuchoter, marcher sans baisser les yeux, signer sans trembler. Un jour, Berthe, la vieille herboriste, vous dit entre 2 brassées de lavande. Les lois changent, les coutumes, non. Vous hochez la tête, mais au fond, vous espérez qu'elle se trompe. Que le temps use les traditions comme l'eau use la pierre, parce qu'il faut bien l'admettre, ce ne sont pas seulement les hommes qui vous enferment, ce sont les idées, celles qu'on répète depuis des générations, et qui, à force d'être répétées, deviennent des chaînes invisibles. Alors ce soir, vous vous asseyez près du feu, le menton dans les mains. Vous entendez Jean remuer dans son sommeil. Il rêve sans doute d'autre chose. Vous,
Vous rêvez d'un monde sans coutume, ou du moins d'un monde où vous pouvez en inventer une toute petite, qui dirait « une femme peut dire non ». Et cette coutume-là, vous vous jurez de la prendre par cœur, le tribunal de village, théâtre ou justice. Vous vous êtes souvent demandé ce qui se passerait si un jour quelqu'un parlait, si une autre femme ou vous-même, soyons fous, osait porter plainte. Dire tout haut ce que tout le monde murmure entre deux bancs de marché. J'en cogne, et pas qu'un peu. Eh bien, ça commencerait par une rumeur, forcément. Elle passerait d'oreille en oreille comme un secret trop lourd. Puis elle grossirait, prendrait une forme jusqu'à ce que quelqu'un, souvent le bailli local, se sente obligé de faire quelque chose. Pas pour vous, mais pour éviter que le désordre ne gagne le hameau. Le tribunal de village se réunit dans la grange seigneuriale. Oui, une grange. Pas de piliers de marbre ni de balance de justice. Juste des bottes de foin, un banc bancal pour le juge et des tabourets pour les plaignants. Et du monde, surtout. Beaucoup de monde. Tout le village, en fait, qui ne raterait pour rien au monde ce spectacle. Un fait historique majeur, la justice locale médiévale, dans les campagnes, était souvent publique, communautaire et très informelle. Les audiences se déroulaient en plein air ou dans des granges, devant une assemblée mixte composée de villageois, d'officiers du seigneur, parfois du curé. La vérité importait moins que l'ordre. Le but était souvent de restaurer l'équilibre, pas de protéger les victimes. Vous êtes là, debout, raide comme un piquet. Le cœur tambourine dans votre gorge. Vous ne parlez pas fort, d'ailleurs, on vous le reproche déjà. Jean, lui, a ce petit sourire d'homme outragé. Il joue bien, il sait, et il a déjà ses alliés dans l'assemblée. Les témoins, le voisin qui n'a rien vu, la belle-sœur qui trouve que vous avez toujours été fragile, et le boucher qui ricane quand on parle de vos bleus imaginaires. Les historiens se chamaillent toujours à propos de ces procès publics. Certains y voient une forme de démocratie populaire, une justice participative avant l'heure. D'autres dénoncent un système fondé sur l'humiliation, le conformisme et la peur des différences. Un détail marginal, mais tristement emblématique. Dans certaines régions, une femme accusant son mari sans témoin risquait elle-même d'être poursuivie pour calomnie. Et là, c'était elle qui se retrouvait au pilori. Double peine. Mais revenons à vous. Le juge, ou plutôt le sénéchal local, vous interroge. Il parle lentement, en articulant trop, comme s'il parlait à une chèvre un peu sourde. Il vous demande si vous avez des preuves, des témoins. Un billet écrit? Vous manquez de rire. Écrit, vraiment? Vous parlez de vos douleurs, de la peur, du silence de la nuit. Il fronce les sourcils, pas à cause de votre récit, mais parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Il jette un œil au curé, qui hausse à peine les épaules, puis au forgeron, qui fait mine de se racler la gorge. Puis Jean prend la parole. Il raconte que vous êtes instable, hystérique. Le mot n'existe pas encore dans les livres, mais il flotte déjà dans les têtes. Il dit que vous le provoquez, que vous pleurnichez, que vous exagérez, et il le dit d'un ton calme, posé, comme un mari modèle. Le public opine, quelques hochements de tête, quelques soupirs, et ce regard collectif qui dit « Voilà ce qui arrive quand une femme veut faire sa maligne. » Vous êtes seul, plus seul que jamais, et pourtant, quelque chose en vous ne plie pas tout à fait. Alors vous parlez une dernière fois. Vous dites que vous n'avez pas besoin qu'il soit puni, juste qu'il vous laisse en paix, que vous voulez dormir, que vous voulez avoir un corps à vous, rien de plus. Le silence qui suit est plus long que prévu, pas lourd, juste, gêné, comme si tout le monde réalisait que, malgré tout, vous ne demandez pas grand-chose. Le verdict tombe. Jean est réprimandé, pas condamné, juste réprimandé, une tape sur les doigts symbolique. On lui rappelle ses devoirs de mari,
Et on vous renvoie chez vous, ensemble. Un théâtre, vous disiez? Oui, mais sans mise en scène, sans décor, juste une pièce qui se joue depuis des siècles, avec les mêmes répliques, les mêmes silences, les mêmes applaudissements muets. Un théâtre où vous jouez un rôle que vous n'avez jamais choisi. Ce soir, en rentrant, vous ne pleurez pas par force, mais par fatigue. Vous n'attendiez rien, et vous avez eu exactement ça. Alors vous refaites le feu, vous préparez une soupe, et en remuant lentement la cuillère, vous vous jurez une chose. La prochaine fois, ce ne sera pas un tribunal. Ce sera vous, et vous seul, des alliés inattendus. Vous l'avez souvent cru, et à juste titre, dans ce monde, vous êtes seul. Ou du moins, c'est ce qu'on vous a appris. Les femmes doivent se méfier des femmes, dit-on. Les langues sont trop longues, les regards trop perçants, les jugements trop rapides, mais parfois, pas souvent, mais parfois, une faille apparaît dans cette façade rugueuse. Ce jour-là, vous êtes tombé dans la cour en étendant du linge. Rien de grave, juste un pied glissé sur une pierre humide. Vous vous retrouvez par terre, le genou râpé, la jupe trempée. J'en ai pas là. C'est votre chance. Vous vous relevez maladroitement, mais pas seul. Une main vous aide. Une main douce, sèche, habituée aux gestes sûrs. C'est Isolde, la sage-femme. Elle ne dit rien. Elle vous aide à vous asseoir. Puis, elle vous tend une compresse tiède sortie de son panier. Et elle murmure, juste assez fort pour que vous entendiez, « Je sais ». Un frisson vous parcourt, pas à cause du froid, mais parce que ce « je sais » est le premier mot sincère qu'on vous a dit depuis longtemps. Un fait historique majeur, les sages-femmes, herboristes et veuves autonomes formaient un réseau informel de soutien entre femmes, bien que rarement documenté. Elles possédaient un savoir transmis oralement, souvent transmis de mère en fille. Ce savoir était à la fois médical, juridique, à leur manière, et social. Les historiens s'interrogent encore sur l'influence réelle de ces figures dans la société rurale. Était-ce un rôle marginal ou un contre-pouvoir discret? On sait simplement qu'elles faisaient partie des rares femmes à circuler librement dans le village, parfois au-delà, et qu'elles parlaient aux autres femmes d'égal à égal. Dans les jours qui suivent, vous remarquez les signes. La voisine la plus renfermée, celle qu'on appelle la tisserande, vous apporte un bout de pain aux graines. Elle vous le donne sans un mot, mais en regardant vos mains, comme si elle vérifiait que vous pouviez encore les utiliser. La plus vieille veuve du village, Dame Huguette, vous invite à venir l'aider à écosser des pois, une fin d'après-midi. Là-bas, sous le saule, vous réalisez très vite qu'elle n'a pas besoin d'aide. Ce qu'elle veut, c'est parler, vous écouter surtout, et vous apprendre à respirer autrement. Un détail marginal. Il existait des cercles féminins, informels, souvent liés à des activités domestiques ou artisanales, où les femmes échangeaient bien plus que des recettes. Ces cercles servaient aussi de relais d'information, pas seulement sur les grossesses et les enfants, mais sur les dangers, les humeurs, les conflits. Vous découvrez qu'il y a des phrases codées, des façons de dire « tu peux me parler » sans parler. Par exemple, si tu veux passer à l'arrière de la maison demain matin, je te montrerai comment je conserve la lavande. Vous comprenez vite que la lavande n'est qu'un prétexte, et parfois des gestes silencieux. Un morceau de tissu noué autour d'un pot de miel qui indique « je suis passé, je pense à toi » ou une ligne supplémentaire cousue sur un tablier pour dire « je suis là si tu veux fuir ». Vous apprenez aussi à donner en retour. Vous montrez à l'une comment économiser l'huile, à l'autre comment réparer un soulier sans haleine. Vous devenez, lentement, un maillon de cette chaîne invisible. Un jour, vous parlez franchement, juste une phrase « à Isolde ». Vous dites « je ne tiendrai pas longtemps ». Elle ne panique pas, elle ne vous prend pas dans ses bras, elle répond juste « alors on va tenir avec toi ». Et cette phrase, mine de rien,
vous change. Parce qu'il y a une grande différence entre être seul et être soutenu en silence. Et vous commencez à voir le village autrement, pas comme un mur de regards hostiles, mais comme une mosaïque. Certains morceaux sont tranchants, d'autres sont tièdes, presque accueillants. Même Berthe, qui grogne plus qu'elle ne parle, vous glisse un jour une fiole d'huile de millepertuis. Pour les douleurs de dos, dit-elle. Mais son regard dit autre chose. Ce soir-là, vous vous allongez dans le noir avec une sensation nouvelle. Comme si, pour la première fois, quelqu'un pouvait vous rattraper si vous tombiez. Pas vous sauver, ce n'est pas un conte, mais amortir la chute. Ce qui, par les temps qui courent, vaut déjà mieux qu'un miracle. Et tandis que Jean ronfle et que la pluie tambourine contre les tuiles, vous pensez à ses mains discrètes, ses gestes calmes, ses regards sans jugement. Vous les rassemblez mentalement comme des galets au fond d'un panier. Des alliés inattendus, oui, et précieuses comme l'or, surtout dans un monde où même Dieu, parfois, se bouche les oreilles, la rumeur comme arme. Vous ne l'avez pas vue venir, cette alliée-là. Elle n'a ni bras pour vous enlacer, ni bouche pour vous rassurer. Et pourtant, elle vous protège, parfois mieux que les prières et les remèdes. La rumeur. Elle commence toujours de la même façon. Une phrase dite entre deux bouchées de bouillie. Il paraît que... Et ensuite, tout peut arriver. Une voisine raconte que Jean aurait frappé trop fort, qu'un soir, on l'a entendu crier, qu'un autre, il serait tombé à genoux devant chez lui, ivre et en larmes, ou bien que le Seigneur aurait reçu une plainte. On ne sait pas, mais ce qui compte, c'est que les gens parlent. Un fait historique important ici. Dans les sociétés rurales du Moyen Âge, la réputation avait une valeur juridique implicite. On appelait cela la fama. Si quelqu'un avait une mauvaise fama, même sans preuve concrète, cela pouvait influencer les décisions du tribunal local ou du clergé. À l'inverse, une femme bien vue pouvait être défendue par la simple force des murmures favorables. Et vous sentez le vent tourner. Jean revient un soir, l'œil un peu inquiet. Il grogne moins. Il ne vous regarde pas directement. Il marmonne des ordres, mais sans conviction. Il vous offre un morceau de viande, sans raison. Puis un silence. Long. Gêné. Comme si, pour une fois, ce n'était pas vous qui aviez abaissé les yeux. Les historiens s'accordent de plus en plus sur le rôle social de la rumeur dans les dynamiques de pouvoir médiévales. Elle servait à réguler les comportements quand les lois écrites échouaient ou ne s'appliquaient pas. Ce n'était pas une arme officielle, mais c'était une arme populaire. Et souvent, elle touchait juste. Vous commencez à remarquer d'autres signes. Le boucher, qui autrefois ricanait, vous salue avec plus de réserve. Le forgeron évite Jean. Le curé, étonnamment, vous adresse un sermon sur le pardon, mais en insistant lourdement sur la responsabilité des maris. Un détail marginal mais significatif. Dans certaines villes du Moyen Âge, des chants satiriques étaient utilisés pour dénoncer les maris brutaux ou les mauvais chrétiens. Parfois chantés par des enfants, ces refrains anonymes circulaient comme des flèches empoisonnées. Pas besoin de nommer la cible. Tout le monde comprenait. Dans votre village, il n'y a pas de chant, mais il y a les regards, les sourires en coin, les conversations qui s'arrêtent quand Jean passe. Il déteste ça. Il préfère les coups au silence. Mais cette fois, il ne frappe pas. Pas tout de suite. Il sent que l'air est devenu gluant, comme s'il collait à sa peau, comme si chaque pas laissait une trace. Vous n'avez rien dit, mais on dit que vous avez parlé. C'est là toute la beauté de cette arme. Elle ne vous expose pas. Elle vous entoure. Elle murmure à votre place. Elle brouille les pistes, crée du doute, transforme Jean en suspect sans qu'il ne puisse identifier l'accusateur. Et la peur change de camp. Pas pour longtemps, peut-être, pas pour toujours. Mais pendant quelques jours, vous respirez un peu mieux. Vous vous tenez un peu plus droite. Vous osez même refuser de porter la brouette, ce dimanche. Jean ne répond rien.
Un jour, vous croisez la lavandière. Elle vous dit, d'un ton trop neutre pour être honnête, « Il paraît que ton mari est devenu plus doux. » Vous souriez. Pas trop. Juste assez. Vous réalisez que cette arme peut aussi blesser si elle s'échappe. Que la rumeur peut se retourner, devenir accusation, exagération, voire menace. Mais pour l'instant, elle est de votre côté. Ce soir, vous entrez dans la maison. Il fait froid. Le feu est bas. Jean est assis, silencieux. Il vous tend un bol. C'est tiède, pas mauvais, pas bon non plus. Mais vous mangez sans crainte. Et dans votre tête, vous remerciez celles, visibles ou non, qui ont parlé pour vous. Parce qu'au fond, ce monde n'écoute pas les cris. Il écoute les bruits qui durent, et si le silence devenait refuge. Les cris se sont espacés, les gestes brusques aussi. Jean ne vous touche plus, pour l'instant. Il ne s'excuse pas non plus. Il flotte dans la maison un calme étrange, fragile comme une couche de givre sur les carreaux. Vous vivez dans cette accalmie prudente, comme on vit dans une maison aux poutres pourries, sans jamais poser tout votre poids, et pourtant, vous respirez un peu mieux. C'est là que le silence change de visage. Ce n'est plus l'étouffement, ce n'est plus l'oubli, c'est une strate protectrice que vous déployez autour de vous comme un manteau d'hiver. Vous n'attendez plus de sauveur, vous n'attendez même plus que la justice fasse son travail. Vous avez appris à vous préserver, un fait historique majeur. Dans les archives judiciaires, on retrouve de nombreuses traces de plaintes silencieuses, des gestes, des regards, des absences. Ce que les hommes ne comprenaient pas, d'autres femmes l'interprétaient. Le silence, en milieu paysan, n'était pas seulement une absence de parole. Il pouvait devenir un langage, et parfois une arme. Les historiens se disputent encore sur l'efficacité de cette résistance silencieuse. Était-elle une vraie forme de pouvoir ou un simple mécanisme de survie? Certains y voient une stratégie féminine codée, d'autres la réduisent à de la résignation. Vous savez qu'il y a un monde entre subir et faire semblant. Vous ne souriez plus automatiquement. Vous répondez aux questions par des mots choisis. Vous ne vous excusez plus pour respirer trop fort. C'est subtil, mais Jean le remarque. Et ça le désoriente. Il ne sait plus comment vous contrôler. Il sent que quelque chose vous échappe, et ça l'agace. Mais il ne sait pas quoi faire. Il tape du pied. Il grogne, mais il hésite, car désormais, il sait que vous savez, que d'autres savent aussi. Vous vous souvenez d'un détail marginal mais marquant. Certaines femmes se faisaient passer pour muettes, sourdes ou atteintes de troubles pour échapper à leurs époux. Des jeux de rôle extrêmes, risqués, mais qui leur redonnaient un semblant de contrôle. Vous n'êtes pas allé jusque-là, mais vous avez appris à parler autrement, à faire parler le silence. Et vous réalisez que votre mutisme, jadis imposé, est devenu un choix. Vous choisissez ce que vous dites, à qui, quand, et surtout, ce que vous ne dites plus. Vous avez même retrouvé quelque chose que vous croyiez perdu. Une petite joie. Minuscule, ténue, mais tenace. Le plaisir de préparer un bouillon que vous seul mangerez. De plier une chemise propre pour vous. De ranger vos affaires dans un ordre qui vous plaît. Jean n'a pas changé. Le monde non plus. Les lois sont toujours là, bancales et inertes. Mais vous avez changé de posture intérieure. Vous ne vous excusez plus d'être là. Et un jour, vous croisez dans le miroir cette femme que vous aviez oubliée. Elle a le dos un peu plus droit, les yeux un peu moins brillants, mais plus profonds. Ce n'est pas une héroïne, ce n'est pas une sainte. C'est vous. Ce soir, il fait froid. Vous mettez une bûche dans l'âtre. Vous regardez les flammes danser. Et vous pensez, doucement, vous êtes encore en vie. Pas seulement au sens biologique, mais intérieurement. Vous êtes là, présente, entière. Et vous n'êtes plus à genoux. Les flammes crépitent doucement. Jean dort dans l'ombre, les mains ouvertes,
comme s'il n'avait jamais serré les poings. La maison est calme, et dans ce silence, vous trouvez enfin un refuge. Pas parfait, pas éternel, mais réel. Chaque pas, chaque souffle, chaque petit geste de résistance vous a conduit ici. Pas dans un monde sans peur, mais dans un espace où vous avez redéfini vos limites. Votre voix, même muette, a vibré assez fort pour que les murs l'entendent. Le vent souffle sous la porte, doux comme un murmure. Dehors, le village dort. Dedans, vous êtes éveillé. Paisible. Vous n'attendez plus que les choses changent. Vous êtes devenu ce changement. Et c'est dans cette lenteur, dans cette gravité nouvelle, que le sommeil vous appelle. Il ne vient plus comme une fuite, mais comme un baume. Un accord tacite entre votre corps et votre histoire. Alors fermez les yeux. Laissez votre souffle s'étirer. Le passé est derrière vous, lourd mais rangé. Et la nuit, cette fois, est à vous. Bonne nuit.